Il disait que son fils était brisé. Il disait que l'héritier de la famille criminelle Rossi n'entendrait jamais la voix de son père, jamais le bruit d'un pistolet, jamais les cris d'une trahison. Vincenzo Rossi, l'homme le plus redouté de New York, avait des milliards en banque et une armée à sa disposition. Mais il ne pouvait pas acheter un seul son pour son fils de 4 ans, Léo. Il était prêt à brûler le monde entier par frustration. C'était avant qu'une serveuse, fauchée et épuisée dans un restaurant miteux, ne sorte un étrange appareil rouillé de la poche de son tablier. Elle n'a pas appelé de médecin. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle a simplement frappé le métal contre le comptoir. Et pour la première fois en 4 ans, le fils du parrain de la mafia a tourné la tête. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un miracle. C'était une déclaration de guerre. Vous devez entendre cette histoire. La pluie à Seattle n'a pas lavé les péchés de la ville. Elle a juste rendu le trottoir plus glissant pour les voitures en fuite. Vincenzo Enzo Rossi se tenait près de la baie vitrée de sa suite penthouse, au sommet de la Rossi Tower, regardant la ville grise et pleureuse. Il tenait un verre de scotch de 50 ans d'âge dans une main, mais il ne buvait pas. Ses jointures étaient blanches contre le cristal. Derrière lui, la pièce était silencieuse. D'un silence oppressant, violent, un silence qui lui coûtait $50 000 par mois en thérapie spécialisée et traitements expérimentaux. « Enzo !» gronda une voix depuis l'entrée. C'était Luca, son bras droit et son plus vieil ami, le spécialiste de Zurich appelé Dr. Vber. Enzo ne se retourna pas et rendit le chèque d'acompte. Le verre dans la main d'Enzo se brisa. Un liquide ambré et des éclats de cristal se répandirent sur le tapis, personne moelleux. Mais Enzo ne broncha pas. Il ne regarda même pas le sang qui coulait de sa paume. Il dit qu'il ne pouvait rien faire de plus. Luca continua, sa voix baissant d'une octave, lourde d'une pitié qu'Enzo méprisait. Il a dit que Léo souffrait d'une neuropathie auditive d'origine inconnue. Les nerfs sont là, Enzo, mais ils ne fonctionnent pas. C'est comme avoir un fil téléphonique sans électricité, a-t-il dit. Il a dit que tu devrais l'accepter. Enzo se retourna, les yeux cernés par la fatigue d'un père qui n'avait pas dormi de la nuit depuis 4 ans. L'accepter. Je dirige toute la côte Est, Luca. Je décide quels politiciens conservent leur siège et quels navires accostent dans le port. Et tu me dis que je dois accepter que mon fils, mon seul enfant, ne m'entendra jamais lui dire « je t'aime » sur le tapis. Entouré de jouets importés qui ne faisaient aucun bruit, Léo était assis. Le garçon avait 4 ans, des boucles de cheveux noirs et des yeux de la couleur de l'obsidienne polie, tout comme sa mère, qu'elle repose en paix. Léo construisait une tour avec des blocs, totalement inconscient du bruit du verre brisé ou de la voix tonitruante de son père. Enzo marcha sur ses chaussures en cuir italien, écrasant les éclats de verre. Il s'agenouilla devant son fils. Il agita la main devant le visage de Léo. Léo leva les yeux et lui adressa un petit sourire fragile. Il tendit la main et toucha la joue d'Enzo. Le garçon ne savait pas que son père criait, il ne savait pas que son père pleurait. « Je vais arranger ça !» murmura Enzo, même s'il savait que Léo ne pouvait pas l'entendre. C'était une promesse faite au silence. Si je dois mettre le ciel et l'enfer sens dessus dessous, Léo, tu m'entendras. Mais le ciel était silencieux, et l'enfer était sur le point de devenir beaucoup plus bruyant. 3 jours plus tard, la pression devint trop forte. Enzo ne pouvait plus respirer dans le penthouse. L'odeur stérile des médecins, les regards compatissants des femmes de chambre, tout cela l'étouffait. Il se débarrassa de ses gardes du corps. Une décision imprudente pour l'aube de la famille Rossi, surtout avec les tensions croissantes avec le syndicat rival Falcone, et prit le SUV aux vitres teintées. Il roula sans but pendant des heures pour Chorez, pour finalement se retrouver à la périphérie de la ville, dans un quartier où les lampadaires clignotaient tous et où les nids de poules pouvaient engloutir les vêtements. Léo était attaché à l'arrière, endormi. Il ressemblait à un ange préservé de la saleté du monde de son père. L'estomac d'Enzo gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis l'appel de Zurich. Il se gara sur le parking en gravier d'un endroit appelé le Rusty Spoon. C'était une relique chromée et néon des années 50 qui semblait mourir depuis 30 ans. Parfait. Personne ne chercherait le roi de Seattle ici.
Il porta Léo endormi à l'intérieur. La clochette au-dessus de la porte tinta. Un son qu'Enzo remarqua, mais pas Léo. Le restaurant sentait le café rassis, le bacon frit et le nettoyant pour sol au citron. Il était vide, à l'exception d'un camionneur qui ronflait dans un coin. « Assieds-toi où tu veux, Anne. Mais ne t'assieds pas à la table 4, les pieds sont bancals. » La voix était rauque, fatiguée, mais chaleureuse. Enzo leva les yeux et vit une serveuse derrière le comptoir. Elle semblait avoir environ 25 ans, mais les cernes sous ses yeux la faisaient paraître plus âgée. Son badge, accroché de travers à son uniforme jaune taché, indiquait Clara Hara. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon désordonné, dont quelques mèches encadraient un visage joli mais réservé. Enzo se glissa dans une banquette au fond, allongea Léo sur le siège et le couvrit de sa veste de costume. Clara Hara s'approcha, une cafetière à la main. Elle ne broncha pas devant le costume à $2000 d'Enzo, ni devant la montre en diamants à son poignet. Dans ce quartier, les hommes riches étaient généralement synonymes d'ennui, mais elle était trop fatiguée pour s'en soucier. « Du café » demanda-t-elle. « Noir et un sandwich au fromage fondu pour le garçon. » Sans la croûte. Clara Hara griffonna sur son bloc-notes. Elle regarda Léo qui dormait profondément. Il a le sommeil lourd. La cloche de la porte réveille généralement les morts. Enzo se raidit. Il ne dort pas. Il est sourd. L'atmosphère dans le restaurant changea. D'habitude, les gens disaient « Oh, je suis désolé » ou « Ça doit être difficile ». Enzo attendait la pitié. Il détestait la pitié. Mais Clara Hara ne s'excusa pas. Elle fit simplement une pause, son stylo suspendu au-dessus du papier. Elle regarda Léo. Vraiment ? Elle le regarda, étudiant la forme de ses oreilles, la façon dont sa mâchoire se relâchait pendant son sommeil. « Profond » demanda-t-elle. C'était un terme clinique étrange pour une serveuse dans un boui-boui au bord de la route. « Silence complet », dit Enzo d'une voix dure, la mettant au défi d'insister. Depuis sa naissance, ses nerfs ne conduisent pas. Les yeux de Clara Hara se plissèrent légèrement. Un éclair de quelque chose de vif et d'intelligent transperça son épuisement. Trouble du spectre de la neuropathie auditive ou aplasie cyclique. Enzo se figea. Il tourna lentement la tête pour la regarder. « Tu connais beaucoup de termes médicaux pour une serveuse, Clara Hara. » Elle tressaillit comme si elle avait été prise en flagrant délit de mensonge. Le masque de la serveuse fatiguée se remit en place. « Ma grand-mère était sourde. Je lis beaucoup. Croûte de fromage grillé. Ça arrive tout de suite. » Elle s'éloigna précipitamment, mais Enzo la regarda. Il observa sa façon de se déplacer, efficace, précise, pas comme une serveuse, mais comme quelqu'un habitué à des environnements très stressants. Il remarqua ses mains. Elles étaient rugueuses, abîmées, à vif, mais ses doigts étaient longs et fermes. Lorsque Léo se réveilla 10 minutes plus tard, le cauchemar commença. Il commença par un gémissement grave, un son que Léo poussait dans sa gorge lorsqu'il était frustré. Il avait faim et les lumières du restaurant clignotaient, une stimulation visuelle excessive qui le terrifiait. Comme il ne pouvait pas entendre, Léo comptait beaucoup sur sa vue. Le néon clignotant dans la fenêtre le plongeait dans une crise de panique. Il se mit à crier. C'était un son guttural et terrifiant, le cri d'un enfant qui ne peut pas entendre son propre volume. Le camionneur dans le coin se réveilla en grognant. « Hé, faites taire ce gamin !» Enzo lança à l'homme un regard qui aurait pu figer la lave. Mais il se concentrait sur Léo. Léo. « Hé, regarde papa! Regarde-moi !» Il agita les mains, essayant de lui faire signe de se calmer. Tout va bien. Mais Léo se débattait. Il fermait les yeux, terrifié par les lumières clignotantes. Il renversa le verre d'eau sur la table. Il se brisa. Léo ne réagit pas au bruit, mais il sentit la vibration du choc et hurla encore plus fort. « Je t'ai dit de le faire taire !» cria le camionneur en se levant. Il était grand, ivre et stupide. Certains d'entre nous essaient de dormir. Enzo se leva. Sa main se posa instinctivement sur la ceinture de son pantalon, où se trouvait son 45 personnalisé. « Encore un mot !» siffla Enzo, « et tu dormiras pour toujours. » Le camionneur recula d'un pas, réalisant trop tard qu'il avait aboyé sur un loup.
Mais Léo continuait de crier, en hyperventilation, le visage désormais violet. Enzo sentit cette impuissance familière lui serrer la gorge. Il pouvait tuer le camionneur, il pouvait acheter le restaurant, mais il ne pouvait pas empêcher son fils de pleurer. Bouge. Ce n'était pas une demande. Clarara était là, poussant Enzo pour passer. Ne le touche pas, avertit Enzo en lui saisissant le bras. Lâche-moi, idiote, rétorqua Clarara, les yeux brillants. Il ne fait pas un caprice. Il est dans une boucle sensorielle. La fréquence de cette enseigne au néon est de 60 Hz. Elle crée un effet stroboscopique qui surcharge son cortex visuel. Comme il n'entend pas, son cerveau compense en surchargeant le traitement visuel. Il a l'impression d'être attaqué. Enzo la lâcha. Stupéfait par ce déluge de jargon technique, Clarara ne tendit pas les bras vers Léo. Elle ne le serra pas dans ses bras. Au lieu de cela, elle fouilla dans la poche de son tablier. Enzo se raidit. Si elle sortait une arme, elle était morte. Elle en sortit un morceau de métal. Il ressemblait à un diapason, mais il était plus long et comportait d'étranges rainures dentelées sur les dents. Il ressemblait à un objet sans valeur. « Hé !» cria Enzo lorsqu'elle le posa bruyamment sur la table en mica. « Tac !» Le diapason ne fit aucun bruit. Enzo pouvait clairement entendre un bruit sourd. Mais Clarara plaqua alors la base métallique vibrante contre la table en bois, juste à côté du coude de Léo. L'effet fut instantané. Léo cessa de crier. Il haleta, les yeux grands ouverts. Il ne regarda pas la lumière clignotante. Il baissa les yeux vers son bras, puis, lentement et de manière crédible, il tourna la tête vers Clarara. Les yeux de Léo s'écarquillèrent, une expression de choc pur et simple traversa son visage. Il tendit la main et toucha le diapason vibrant. Un petit rire, un vrai petit rire joyeux, s'échappa de ses lèvres. Enzo sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa au bord de la banquette pour ne pas tomber. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait » Clarara leva la fourchette. Léo gémit et tendit la main vers elle. Elle lui adressa un sourire sincère et doux cette fois-ci, puis plaça délicatement le manche contre l'os, derrière l'oreille de Léo. Le visage de Léo s'illumina comme un sapin de Noël. Il regarda Enzo. Il pointa son oreille. Il pouvait entendre. Enzo murmura l'air qui quittait ses poumons. Les médecins avaient dit que ses nerfs étaient morts. Ils ont dit que rien ne pouvait conduire. Ses nerfs ne sont pas morts, dit Clarara doucement, sa voix désormais dépourvue de l'accent de serveuse. Elle semblait autoritaire. C'est dangereux. Ils sont dormants. Ils ne sont pas synchronisés. Ce n'est pas une question de volume, monsieur Rosy. C'est une question de résonance. Ce diapason est calibré à 432 Hz avec une harmonique perturbatrice. Il contourne la cochelée et fait vibrer le crâne directement dans le tronc auditif. Il les réveille. Elle retira le diapason alors que les vibrations s'estompaient. Léo applaudit, la regardant avec une admiration sans borne dans les yeux. Enzo regarda la serveuse. Il la regarda vraiment. Il vit son intelligence, la peur qu'elle essayait de cacher et le tremblement indéniable de ses mains, maintenant que l'adrénaline s'estompait. « Qui êtes-vous » demanda Enzo à voix basse. Clarara remit le diapason dans sa poche et recula d'un pas. La peur revint. « Juste une serveuse. Ce grilled cheese est offert par la maison. Vous devriez partir. » Elle se retourna et s'enfuit vers la cuisine. Enzo regarda Léo qui était maintenant calme, tapotant la table, attendant que la vibration revienne. Enzo sortit son téléphone. Il appela Luca. « Luca, vérifie ses antécédents. Clarara, serveuse au Rusty Spoon, au coin de la 4e et de Main, je veux tout savoir. Qui elle est, d'où elle vient et pourquoi elle se cache dans un taudis comme celui-ci. Patron, tout va bien ?» Enzo regarda la porte de la cuisine se refermer. « Non, Luca, tout a changé. Je crois que je viens de trouver la seule chose que l'argent ne peut acheter. » Le dossier atterrit sur le bureau en acajou d'Enzo, avec un bruit sourd moins de 6 heures plus tard. Il était 4 heures du matin. Léo dormait dans sa chambre insonorisée, serrant dans ses bras un nouveau jouet, un oreiller vibrant qu'Enzo avait commandé immédiatement. Enzo était assis dans son bureau, la fumée de son cigare s'enroulant dans la pénombre. Luca se tenait en face de lui, l'air inquiet. « Tu ne vas pas aimer ça, Enzo, » dit Luca. Enzo ouvrit le dossier. La première photo était un portrait judiciaire.
C'était Clara, mais elle avait l'air différente, plus jeune, plus en colère. Ses cheveux étaient teints en noir et elle avait la lèvre fendue. Nom, Clara Mitchell, alias Dr. Clarissa Vance, ancien poste, chercheuse en neurologie, Université Johns Hopkins, Baltimore. Statut, fugitive. Recherchée pour être interrogée au sujet de la mort d'Arthur Pendleton, PDG d'Omicron Pharmaceuticals. Crimes, espionnage industriel, vol aggravé, homicide involontaire. Enzo fixa la photo. C'est une docteure, pas seulement une docteure, corrigea Luca. C'était une prodige. Elle a obtenu son diplôme du MIT à 19 ans. À 24 ans, elle dirigeait un projet secret à l'université Johns Hopkins appelé Project Echo. Ils essayaient de guérir la surdité à l'aide de la résonance neuronale. Mais il y a 3 ans, le laboratoire a explosé. Son patron, Pendleton, a été retrouvé mort à l'intérieur. Les recherches ont disparu. Elle aussi. Enzo passa son doigt sur le dossier. Ce n'est pas une meurtrière, Luca. Je l'ai vue avec Léo. Elle l'a sauvée d'une crise de panique avec un morceau de ferraille. Les fédéraux pensent qu'elle a volé un prototype, dit Luca. Un appareil qui vaut des milliards. Omicron a mis sa tête à prix. Pas légalement. Une prime du marché noir, 5 millions de dollars pour sa tête. La famille Falconi est à la recherche d'un atout technologique depuis peu. Je pense qu'il la traque société aussi. Enzo a fermé le dossier. La colère qui couvait en lui a commencé à bouillonner, mais cette fois, elle avait un but. Elle se cache, a dit Enzo. Elle travaille pour de petites pourboires et vit dans la peur parce qu'elle possède la seule chose que le monde veut. Que faisons-nous, patron? Si les fédéraux la trouvent, elle ira en prison à vie. Si les Falcone la trouvent à Dogon, ils la tortureront pour lui soutirer la technologie. Puis ils la tueront. Enzo se leva et boutonna sa veste. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville qui s'inclinait devant lui. Elle a fait entendre Luca à mon fils. Pendant 4 ans, j'ai prié Dieu et il m'a donné le silence. Elle m'a offert un miracle en 10 secondes. Il se retourna, le regard froid et déterminé. Préparez la voiture. Nous retournons au restaurant. Pour la ramener, demanda Luca. Non. Enzo vérifia le chargeur de son arme pour l'engager. Et si les Falcons ou les fédéraux viennent la chercher, ils devront d'abord passer par moi. Le compteur de vitesse de la Maserati d'Enzo a atteint 120 km/h alors qu'il fonçait sur l'autoroute en direction de la périphérie de la ville. Luca était sur le siège passager, agrippé à la poignée, l'autre main serrant un fusil d'assaut. « On est à 5 minutes », a crié Luca par-dessus le rugissement du moteur. Mais le scanner capte des communications de la police. Quelqu'un a signalé un incident au restaurant. « Ce n'est pas la police », dit Enzo, les jointures blanches sur le volant. « La police ne brûle pas les fréquences, ce sont les Falconi. » Enzo fonça dans le parking en gravier du Rusty Spoon. Il était trop tard, 2 SUV noirs étaient déjà garés à des angles étranges, bloquant l'entrée. La vitrine du restaurant, celle avec l'enseigne au néon qui avait terrifié Léo, était brisée. Enzo n'attendit pas Luca. Il ouvrit la portière d'un coup de pied, pistolet à la main, et sprinta vers le restaurant. Il entendit un cri à l'intérieur. C'était Clara Hara. À l'intérieur, c'était le chaos. Les tables étaient renversées. Le camionneur qu'Enzo avait menacé plus tôt gisait inconscient sur le sol. 3 hommes, en tenue tactique. Des soldats de Falconet avaient acculé Clara Hara derrière le comptoir. L'un d'eux, un homme balafré nommé Raymond, lui tirait les cheveux en lui tirant la tête en arrière. « Mais où est le prototype, Clarissa » grogna Raymond en appuyant un couteau sur sa gorge. « Nous savons que tu ne l'as pas détruit. » Clara Hara saignait d'une coupure au front, mais son regard était provocateur. « Je vous ai dit qu'il avait disparu. J'ai fait fondre les circuits. »« Menteuse !» siffla Raymond. Il leva le couteau. Bang! La main de Raymond explosa dans un nuage rouge. Il hurla, laissa tomber le couteau et tituba en arrière. Enzo se tenait dans l'embrasure de la porte, son arme fumante. « Je crois que la dame vous a demandé de la lâcher. » Les 2 autres tueurs à gages se retournèrent, levant leurs armes, mais Luca les avait déjà pris à revers par la porte latérale. 2 coups rapides, efficaces et brutaux, les abattirent avant qu'ils n'aient pu appuyer sur la gâchette. Raymond, serrant sa main mutilée, regarda Enzo avec des yeux écarquillés et terrifiés. « Rossi, qu'est-ce que tu fais ici ?»« C'est une affaire de Falcone.
Elle nous appartient. Enzo s'avança, enjambant les éclats de verre. Il ressemblait à la faucheuse dans un costume sur mesure. Il s'arrêta à quelques centimètres de Raymond. « Elle ne vous appartient pas, » dit Enzo calmement. « C'est la pédiatre de mon fils. » Enzo frappa Raymond au visage avec son pistolet, l'assommant. Le silence s'abattit sur le restaurant. Enzo se tourna vers Clara Hara. Elle tremblait, pressant un chiffon contre sa tête ensanglantée. Elle regarda Enzo, puis les corps, puis à nouveau Enzo. « Toi » murmura-t-elle. « Tu es Enzo Rossi, le parrain de la mafia. »« C'est moi, » dit Enzo en rangeant son arme. Il lui tendit la main. « Et pour l'instant, je suis ta seule option. Les Falcons savent que tu es ici. Les fédéraux sont probablement à 10 minutes derrière eux. Si tu restes ici, tu es morte. Si tu t'enfuis, ils t'attraperont. » Clara Hara regarda sa main. Elle était assez intelligente pour connaître les chances. Elle regarda autour d'elle dans le restaurant, son sanctuaire depuis 3 ans, désormais détruit. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi me sauver? Tu es comme eux. Tu veux l'arme ?»« Je ne veux pas d'arme, » dit Enzo, sa voix s'adoucissant légèrement. « Je veux entendre mon fils rire à nouveau. Ce diapason. Ce n'était pas juste du métal, n'est-ce pas ?» Clara Hara hésita. « Non, c'est un conducteur à résonance quantique. »« Fais tes valises, Dr. Mitchell, » dit Enzo, utilisant son pseudonyme. « Vous venez avec moi ?» Elle ne lui prit pas la main. Au lieu de cela, elle sauta par-dessus le comptoir, attrapa un sac de voyage usé sous la caisse enregistreuse et y fourra le diapason et une petite boîte doublée de plomb. « Je conduis, » dit-elle. Enzo faillit sourire. « Non, vous ne conduisez pas. La planque n'était ni un sous-sol, ni un entrepôt. C'était le penthouse d'Enzo, la forteresse dans le ciel. » Clara Hara s'assit sur le bord d'un canapé en velours qui coûtait plus cher que ce qu'elle avait gagné en 3 ans comme serveuse. Son sac de voyage était à ses pieds. Luca se tenait près de la porte, les bras croisés, la surveillant comme un faucon. Elle avait recousu son propre front dans la salle de bain, refusant toute aide. Elle était coriace. Enzo respectait cela. Enzo versa 2 verres, il lui en tendit un. « Buvez. Ça aide à surmonter le choc. » Clara Hara prit le verre, mais le posa sur le dessous de verre. « Je ne veux pas boire, monsieur Rossi. Je veux connaître les conditions de ma détention. »« Vous n'êtes pas une prisonnière, » dit Enzo en s'asseyant en face d'elle. « Vous êtes une invitée et une employée. Je vous paierai 10 millions de dollars. Je vous donnerai une nouvelle identité. Je vous emmènerai dans n'importe quel pays sans loi d'extradition. » Clara Hara eut un rire sec et amer. « Et en échange, vous guérissez Léo. Vous terminez ce que vous avez commencé dans ce restaurant, vous le rendez comme avant. » Le visage de Clara Hara s'assombrit. Sa défiance s'évanouit, remplacée par une profonde et lancinante tristesse. Elle s'affaissa dans le canapé. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Enzo se pencha vers elle. « Ne me mens pas. J'ai vu que ça marchait. »« Tu as vu un démarrage temporaire, » rétorqua Clara Hara. Ce diapason induit une synchronisation temporaire des ondes θ. Il force le nerf à se déclencher pendant quelques minutes. Mais si je l'utilise trop, cela brûlera son tronc cérébral. Ce n'est pas un remède, Enzo. C'est un effet secondaire. « Un effet secondaire de quoi ?» demanda Enzo. « Dangereux. » Clara Hara fouilla dans son sac et en sortit la boîte doublée de plomb. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un appareil qui ressemblait à une aide auditive, mais il était fait de métal noir mat et pulsait d'une faible lumière bleue. « Le projet ECHO n'a pas été conçu pour aider les sourds ou à entendre, » dit Clara Hara, la voix tremblante. « Le ministère de la Défense l'a financé. Il voulait un appareil capable de diffuser une fréquence dans l'oreille d'un soldat afin d'augmenter son temps de réaction, d'éliminer la peur et de supprimer la douleur. Un sérum de super-soldat, mais numérique. » Elle leva les yeux vers Enzo. « Mais nous avons commis une erreur. La fréquence ne se contentait pas de supprimer la douleur. À forte intensité, elle effaçait la volonté. Nous avons créé un dispositif de contrôle mental Enzo. Arthur Pendleton voulait le vendre aux plus offrants. Des terroristes, des dictateurs. J'ai essayé de détruire les données. Le laboratoire a explosé.
Arthur est mort, je me suis enfui avec le seul prototype. Enzo fixait le petit appareil noir. Il semblait inoffensif, mais des hommes étaient éteints de mort à cause de lui. L'appareil stimule directement le nerf auditif, continua Clara. C'est pourquoi il fonctionne sur Léo. Ses oreilles sont endommagées, mais ses nerfs sont simplement endormis. Cet appareil les réveille. Mais si je le calibre mal, même d'une fraction de hertz, je ne lui redonne pas seulement l'ouïe. Je pourrais effacer sa personnalité. Je pourrais le transformer en drone. Enzo regarda le plafond, pensant à son fils à l'étage. Pouvez-vous le modifier? Supprimez l'arme. Ne laissez que l'ouïe. J'ai besoin d'un laboratoire, dit Clara. J'ai besoin d'équipements qui coûtent des millions et j'ai besoin de temps. Mais les Falcons sont là dehors et Omicron a des mercenaires à ma recherche. S'ils nous trouvent, ils ne se contenteront pas de me tuer. Ils prendront l'appareil et l'utiliseront sur tout le monde. Enzo se leva. Il se dirigea vers la fenêtre. « Luca, dit Enzo. Patron, achetez Omicron Pharmaceuticals. » Clara eut le souffle coupé. « Quoi? Tu m'as bien entendu, dit Enzo en se retournant. Une OPA hostile. Achète les actions majoritaires. Si nous possédons l'entreprise, ils cesseront de te traquer. Quant aux Falconis, les yeux d'Enzo s'assombrirent. Ils t'ont touché. Ils ont menacé le médecin de mon fils. Je vais les rayer de la carte. » À ce moment-là, un petit bruit se fit entendre dans le couloir. Léo se tenait là, et en pyjama, serrant son ours en peluche. Il regarda Clara. Ses yeux s'illuminèrent, il reconnut la dame du restaurant. Il courut vers elle, Clara se figea, puis ouvrit instinctivement les bras. Léo grimpa sur le canapé et enfouit son visage dans son épaule. Enzo les regardait. Pour la première fois depuis des années, il ressentit de l'espoir. « Tu peux le faire, Clara ?» demanda Enzo doucement. « Peux-tu le sauver sans lui faire de mal ?» Clara caressa les cheveux de Léo. Elle regarda l'appareil puis Enzo. « Je peux essayer, dit-elle, mais nous devons partir. Les Falcons ont localisé mon téléphone au restaurant. Ils vont localiser ta voiture ici. Nous ne sommes pas en sécurité. » Comme si c'était un signal, le bâtiment trembla. Une énorme explosion secoua le hall de la tour Rossi, 30 étages plus bas. Les alarmes se mirent à retentir. « Ils sont dans le bâtiment !» cria Luca dans sa radio. La sécurité est hors service dans le hall. Ils ont utilisé des lance-roquettes. Enzo arracha Léo des bras de Clara. Dans la pièce sécurisée, maintenant. « Non !» s'écria Clara. « Ils couperont l'électricité si la ventilation est hors service. Nous étoufferons. Nous devons aller sur le toit. L'hélicoptère. » Enzo hésita une fraction de seconde. Puis acquiesça. « Le toit. Allez-y. » Enzo tendit un pistolet à Clara. Elle le regarda comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Je ne tire pas sur les gens, » balbutia-t-elle. « Aujourd'hui, oui, » répondit Enzo. « Sinon, ils emmèneront Léo. » Elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Elle serra le pistolet dans sa main et ils coururent vers eux. L'ascenseur privé. Enzo tapa le code. Les portes moulin s'ouvrirent et un soldat Falconi se tenait juste là. Enzo n'hésita pas. Il plaqua l'homme contre la paroi miroir de l'ascenseur. Le pistolet glissa sur le sol. Ils se battirent à coups de poing. Enzo était fort, mais le soldat était plus jeune et plus rapide. Il asséna un coup de poing puissant à Enzo, l'étourdissant. Le soldat chercha à attraper un couteau. Bang! Le soldat s'effondra. Enzo leva les yeux, essuyant le sang de sa lèvre. Clara se tenait là, le pistolet fumant dans ses mains tremblantes. Elle avait l'air malade, mais elle ne détourna pas le regard. « Les ascenseurs sont trop lents, dit-elle, la voix calme malgré ses tremblements. Les escaliers. » Enzo attrapa Léo et ils montèrent les marches à toute vitesse. 10 étages jusqu'au toit. Lorsqu'ils déboulèrent sur l'héliport, le vent hurlait. L'hélicoptère Rossi faisait tourner son rotor, leur faisant signe de venir, mais les Falcons étaient minutieux. Depuis le toit adjacent, un tireur embusqué fit feu. La tête du pilote bascula en arrière. Il s'effondra sur les commandes. L'hélicoptère tangua, ses pales tournant à toute vitesse. « Baissez-vous » Enzo plaqua Clara et Léo derrière un climatiseur tandis que les balles ricochaient sur le béton. « On est coincés » cria Luca en tirant à l'aveuglette vers l'autre bâtiment.
Ils sont trop nombreux. Ils étaient piégés au 30e étage avec un tireur d'élite d'un côté et une équipe de tueurs qui montaient les escaliers. Clarahara regarda le sac de voyage, puis elle regarda les énormes haut-parleurs installés sur le toit qui faisaient une partie du système de diffusion d'urgence du bâtiment. « Enzo » cria-t-elle pour couvrir le bruit du vent. « Les haut-parleurs sont-ils reliés au réseau de sécurité principal ?»« Oui, pourquoi ?»« Couvre-moi » Clarahara n'attendit pas. Elle rampait sur le béton vers le boîtier de jonction des haut-parleurs. « Clarahara, non !» hurla Enzo en tirant sur le nid du sniper pour attirer les tirs. Les balles sifflaient autour d'elle. L'une d'elles effleura son bras, déchirant le tissu, mais elle ne s'arrêta pas. Elle atteignit le boîtier de jonction, arracha le panneau et enfonça sa boîte doublée de plomb dans le câblage. Elle sortit le prototype et dénuda les fils avec ses dents, les raccordant à l'entrée audio du bâtiment. « Couvrez vos oreilles » cria-t-elle. « Couvrez bien les oreillers de Léo. » Enzo se jeta sur Léo, plaquant ses mains sur la tête du garçon. Luca fit de même. Clarahara appuya de toutes ses forces sur le bouton d'activation du prototype. Elle ne créa pas un son. Elle créa une arme. Un crissement aigu amplifié par 20 000 watts de haut-parleurs industriels retentit sur le toit. Ce n'était pas seulement bruyant, c'était une fréquence dissonante. La fréquence de la peur dont elle avait parlé à Enzo sur le toit adjacent. Le sniper lâcha son fusil, se saisit la tête et hurla de douleur. Il tomba du rebord. Ah. La porte de la cage d'escalier s'ouvrit brusquement. 6 soldats Falcon se précipitèrent dehors. Mais dès que le son les frappa, ils s'effondrèrent. Ils se tordaient de douleur sur le sol, vomissaient, désorientés, complètement anéantis par l'assaut sonore. Clarahara se tenait près de la boîte, les mains sur les oreilles, les larmes coulant sur son visage, sous l'intensité de la pression. « Éteignez-le » cria Enzo, même s'il ne pouvait pas s'entendre. Il vit que les soldats étaient hors d'état de nuire. Il courut vers Clarahara et arracha les fils. Le silence qui suivit était assourdissant. Enzo regarda autour de lui. Les hommes de Falcon étaient inconscients ou gémissaient, incapables de se tenir debout. « Tu as réussi. » Enzo respira. Clarahara s'effondra contre le climatiseur, épuisé. « Nous avons peut-être 3 minutes avant que leur renfort n'arrive ou que l'équipe SWAT de la police ne soit là. » Enzo regarda l'hélicoptère. Le pilote était mort. « Tu sais piloter ?» demanda Enzo à Luca. « Je peux faire un atterrissage forcé. » Luca grogna. « Ah, ça ira. » Ils traînèrent le pilote dehors. Luca sauta à bord. Enzo attacha Léo et Clarahara à l'arrière. Alors que l'hélicoptère décollait, laissant derrière lui le chaos de la ville, Enzo regarda Clarahara. Elle saignait, était traumatisée et tenait la main de son fils comme une bouée de sauvetage. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle n'était pas seulement une scientifique. Elle était la femme la plus dangereuse qu'Enzo ait jamais rencontrée. Et elle était la seule à pouvoir sauver sa famille. « Où allons-nous » demanda Clarahara en criant pour couvrir le bruit des rotors. Enzo regarda l'horizon où le soleil commençait à se lever sur l'océan. « Nous avons besoin d'un fantôme, » dit Enzo. « Nous allons en Sicile, dans l'ancienne villa de mon père. Pas d'internet, pas de caméra, juste nous. Et l'appareil » demanda Clarahara en tapotant la boîte noire. « Tu vas le réparer, » dit Enzo. « Et ensuite, nous l'utiliserons pour détruire tous ceux qui ont essayé de nous faire du mal. » Clarahara regarda Léo. Le garçon regardait par la fenêtre, sentant les vibrations de l'hélicoptère. Il se tourna vers Clarahara et signa un mot qu'il avait appris dans un livre. « Ami ». Clarahara se mit à pleurer. Mais Enzo savait que la guerre n'était pas terminée. Les Falconais avaient échoué, mais ils avaient vu la puissance de l'appareil. Désormais, toutes les organisations criminelles du monde allaient les traquer. Et en Sicile, un vieil ennemi les attendait, un ennemi qu'Enzo pensait avoir enterré depuis des années. La Villa Rossi était une forteresse de calcaire et de souvenirs, perchée sur les falaises escarpées de la côte nord de la Sicile. Sous la mer Tyrrhénienne, se brisant contre les rochers noirs, une violence rythmique et éternelle qu'Enzo Rossi avait écoutée lorsqu'il était enfant.
Mais ce soir-là, l'océan semblait plus calme que la tempête qui se préparait à l'intérieur des murs anciens. Cela faisait 72 heures qu'ils avaient fui le chaos de Seattle. 3 jours à transpirer sous la chaleur humide de la Sicile. 3 jours pendant lesquels Luca avait patrouillé le périmètre avec un fusil à canon court. Et 3 jours pendant lesquels Clara Mitchell avait transformé la bibliothèque voûtée et poussiéreuse de la villa en un laboratoire digne d'un roman de science-fiction. Enzo se tenait sur la vaste terrasse en pierre, l'air imprégné du parfum du jasmin en fleurs et du sel marin. Le soleil plongeait sous l'horizon, teintant l'eau de rouge et d'orange. C'était magnifique. Mais Enzo ne faisait pas confiance à la beauté. Dans son monde, le calme n'était généralement que le silence avant le cri. Il alluma un cigare, les mains fermes, même si son esprit était en ébullition. Il pensait au Falcone, aux mercenaires qu'Omicron allait inévitablement envoyer, et à la femme à l'intérieur de la maison qui tenait l'avenir de son fils entre ses mains tremblantes. « Tu ne devrais pas être ici, » dit une voix douce. Enzo se retourna. Clara Hara se tenait dans l'embrasure de la porte-fenêtre. Elle semblait différente de la serveuse du restaurant. La peur qui avait marqué son attitude pendant des jours avait disparu, remplacée par une détermination inébranlable et épuisée. Elle portait une de ses chemises en lin trop grande, les manches retroussées jusqu'au coude, ses cheveux blonds retenus à la va-vite par un crayon. « Le périmètre est sécurisé ?» dit Enzo en soufflant de la fumée dans le crépuscule. Luca a installé des capteurs sur la route d'accès. Si un lapin franchit la ligne, nous le saurons. Clara s'avança jusqu'au bord du balcon et s'appuya contre la balustrade en pierre chaude. Elle regarda la mer, ses yeux reflétant la lumière déclinante. C'est prêt, Enzo. Les modifications sont terminées. Le réseau électrique est stabilisé autant que possible dans une maison construite dans les années 1800. Enzo sentit une oppression dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la fumée du cigare et le risque. « Sois honnête avec moi, Clara Hara. Passe de discours de médecin. » Clara Hara se tourna vers lui, la brise souleva quelques mèches de ses cheveux, le risque est toujours là. Nous contournons complètement l'oreille et stimulons directement le cortex auditif. Si la fréquence dérive, cela pourrait provoquer une crise. Cela pourrait effacer des souvenirs, mais j'ai vérifié l'algorithme 3 fois. J'ai isolé la résonance. Elle fit une pause, baissant la voix. C'est la seule solution, Enzo. On ne peut pas continuer à fuir avec lui comme ça. Il a besoin d'entendre le monde s'il veut y survivre. Enzo jeta son cigare par-dessus la balustrade, regardant les braises tomber dans les citronniers sombres en contrebas. Je n'ai jamais voulu qu'il survive dans mon monde. Je voulais qu'il soit meilleur que ça. Il la regarda, ses yeux sombres cherchant les siens. Tu pourrais partir, tu sais, après ce soir. J'ai un avion qui m'attend à Palmo. Une nouvelle identité, assez d'argent pour disparaître à jamais. Tu n'as pas à prendre part à cette guerre. Clara rit, d'un rire sec et amer. Elle baissa les yeux vers ses mains, des mains qui avaient servi du café à des camionneurs et qui maintenant recablaient des interfaces neuronales. J'ai arrêté de fuir il y a 3 jours, Enzo. Quand tu m'as sorti de ce restaurant, j'ai compris quelque chose. Fuir ne te sauve pas. Ça te fatigue, c'est tout. Elle fit un pas vers lui. La distance qui les séparait, habituellement remplie de tensions professionnelles et de la gêne de leur situation, s'évapora soudainement. D'ailleurs, murmura-t-elle en levant les yeux vers lui, Léo me fait confiance et je pense que je te fais confiance. Enzo regarda cette femme brillante, terrifiée et dangereuse, qui avait sauvé son fils alors que tout son argent et son pouvoir n'y étaient pas parvenus. Il tendit sa main rugueuse et lui caressa la joue. Elle se pencha vers lui, fermant les yeux. « Tu ne devrais pas me faire confiance », murmura Enzo, son pouce effleurant sa mâchoire. « Je suis un homme mauvais, Clara. Peut-être, dit-elle en ouvrant les yeux, mais tu es un bon père. Le baiser n'était pas tendre, c'était une collision d'adrénaline et de désespoir, le point culminant d'un pacte scellé par le sang et les poursuites à grande vitesse. » Enzo la serra contre lui, enfouissant ses mains dans ses cheveux, et pendant un instant, la guerre n'existait plus. Il n'y avait que la chaleur de sa peau et le bruit de leur respiration. Le moment fut brisé par la sonnerie d'un téléphone.
Enzo s'écarta instantanément, le masque de l'aube retombant sur ses traits. Il sortit le téléphone satellite de sa poche. « Parle-moi, Luca. »« Problème, patron. » La voix de Luca était sèche, dénuée d'émotion. Les capteurs se sont déclenchés sur la crête nord. Ce n'est pas un lapin, 3 SUV se déplacent rapidement. Pas de phare. Enzo serra les mâchoires. « Renzo. »« Qui d'autre ?» cracha Lucas. « Renzo, le boucher. Il a dû acheter les données du plan de vol au Falcone. Il n'est pas là pour discuter, Enzo. Il est là pour liquider l'actif. Combien ? Les scans thermiques montrent au moins 40 signatures thermiques. Ils franchiront la porte extérieure dans 2 minutes. Enzo raccrocha. Il regarda Clarara. La douceur avait disparu de son regard, remplacée par un calcul froid et terrifiant. « Nous n'avons plus le temps, » dit Enzo. « Renzo est là. Il a une art armée. » Le visage de Clarara pâlit, mais elle ne paniqua pas. La procédure prend 20 minutes. Silence absolu. Si le courant est coupé, si la connexion est interrompue, « Partez !» ordonna Enzo en montrant la bibliothèque. « Verrouillez les volets en acier, active les serrures magnétiques de la porte. Messe les écouteurs anti-bruit pour toi et Léo. N'ouvre pas cette porte avant d'entendre ma voix ou un coup spécifique. » 3 coups rapides, un lent, comprit Enzo. Elle lui saisit le bras. « Ils sont 40. Il n'y a que toi et Luca. » Enzo vérifia la chambre de son arme personnalisée. 45. Le cliquetis métallique résonnait dans le silence du soir. Il la regarda une dernière fois. « C'est ma maison, » dit Enzo. « Et ce soir, je suis le monstre dont ils ont peur. Va soigner mon fils. » Clarara se retourna et s'enfuit. Enzo la regarda partir, puis se dirigea vers les escaliers, sortant un fusil d'assaut de la cachette dissimulée derrière la tapisserie du couloir. La bibliothèque était un tombeau de silence au milieu de la tempête qui se préparait. Les mains de Clarara tremblaient tandis qu'elle attachait Léo au fauteuil dentaire modifié qu'elle avait traîné au centre de la pièce. La pièce était éclairée par la lueur bleue des écrans d'ordinateur et la lumière ambrée des tubes à vide qui se réchauffaient. Léo leva les yeux vers elle, ses grands yeux sombres écarquillés de confusion. Il sentait la peur qui émanait d'elle. Il tendit la main et toucha son visage. Clarara esquissa un sourire forcé et signa d'une main tremblante. « Dors, fais de beaux rêves. » Elle plaça le casque neural sur sa tête. Il ressemblait à une couronne de fils noirs et de capteurs. Elle inséra le protège-dents. Puis elle plaça les lourds écouteurs anti-bruit de qualité industrielle sur ses propres oreilles. Le monde devint silencieux. Elle se tourna vers sa console. Ses doigts se volèrent sur le clavier, lançant la séquence de démarrage. Fréquence cible 432, cartographie neuronale terminée, statut du chemin d'accès obstrué. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur « Exécuter ». À l'extérieur, les portes d'entrée de la villa explosèrent. Le bois et le fer volèrent en éclats, lorsqu'un RPG frappa l'entrée. La fumée envahit le grand hall d'entrée, remplissant l'air d'une odeur de soufre et de poussière ancienne. Enzo s'accroupit sur le palier de la mezzanine, regardant à travers les balustrades en marbre. Il vit des ombres se déplacer dans la fumée. Les lasers rouges des viseurs des fusils transperçaient la brume. « Luca, flanc gauche !» cria Enzo. Luca émergea du couloir de la cuisine, un fusil à pompe à la main. Boum ! La première ombre tomba. Enzo ouvrit le feu avec son fusil. Des rafales contrôlées, privilégiant la précision à la quantité. 2 hommes tombèrent près de la porte, mais d'autres continuaient d'affluer. Ils portaient des équipements tactiques, étaient masqués et lourdement armés. Renzo n'avait pas envoyé des voyous. Il avait envoyé un escadron de la mort paramilitaire. Les balles ébréchèrent la colonne de marbre derrière laquelle Enzo se cachait. Des fragments de pierre lui éclaboussèrent le visage, lui entaillant la joue. Il ne broncha pas. Il se déplaça vers la droite, tirant 3 coups. Un autre assaillant tomba. « Il se dirige vers les escaliers », cria Luca en rechargeant son arme. « Ils savent où se trouvent les chambres. Retenez-les sur le palier », rugit Enzo. Il lança une grenade flashbang par-dessus la balustrade. L'explosion aveugla tout le monde, créant un mur de lumière blanche et un bruit assourdissant.
Des cris résonnèrent dans le hall d'entrée. Enzo sauta par-dessus la balustrade, fit une chute de 3 mètres jusqu'au rez-de-chaussée et atterrit en roulant. Il se releva en tirant avec son pistolet dans une main et son fusil dans l'autre. C'était une danse macabre qu'il avait apprise avant même de savoir marcher, mais pour chaque homme qui la battait, 2 autres apparaissaient dans la brèche. Rossi. Une voix retentit de l'extérieur, amplifiée par un mégaphone. C'était Renzo. « Donnez-nous la technologie et je vous ferai mourir rapidement. » Enzo répondit par une rafale de coups de feu à travers la porte ouverte. « Viens la chercher, gros porc. » À l'intérieur de la bibliothèque, Clarara sentit le sol trembler. Même avec ses écouteurs, elle pouvait sentir les vibrations des explosions qui lui secouaient les os. Les écrans clignotaient, les lumières au plafond bourdonnèrent, puis s'éteignirent, laissant la pièce baignée uniquement par les stroboscopes rouges d'urgence et la lueur bleue du casque. Le corps de Léo se raidit sur la chaise. Il ferma les yeux. Sur l'écran, la courbe affichait des pics erratiques. Avertissement, vibration externe détectée, synchronisation instable. Non, 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 murmura Clarara frénétiquement, tapant sur le clavier pour compenser. Les explosions à l'extérieur créaient des micro-tremblements qui perturbaient le calibrage laser délicat de l'appareil. Si elle s'arrêtait maintenant, la chute soudaine de tension neuronale pourrait laisser Léo dans un état végétatif. Elle devait persévérer. Elle saisit le joystick du stabilisateur manuel. Elle devait écontrer manuellement les vibrations comme un pilote atterrissant un avion dans un ouragan. Une autre explosion massive secoua la maison. Un vase tomba de l'étagère et se brisa. Le réseau électrique vacilla. L'écran clignota. Surtension imminente. Le vieux générateur du sous-sol était en train de lâcher. « Allez !» supplia Clarara, les larmes coulant sur son visage. « Tiens bon, encore 10 secondes. » La barre de progression atteignit 85%. 96%. Enzo n'avait plus de munitions pour son fusil. Il jeta l'arme de côté et sortit son pistolet de secours. Il saignait d'une blessure, par balle à l'épaule, et son costume était en lambeaux. Luca était affalé contre le mur dans le couloir, serrant son flanc. « Chef, ils sont trop nombreux !» Enzo regarda les lourdes portes en chêne de la bibliothèque au bout du couloir. Il devait lui faire gagner du temps. 3 hommes tournèrent au coin, fusil levé. Enzo ne se mit pas à couvert. Il chargea. Il se déplaçait avec le désespoir d'un père protégeant son petit. Il tira dans la gorge du premier homme, donna un coup de pied dans le genou du deuxième et utilisa le corps qui tombait comme bouclier pour tirer sur le troisième. Il atteignit les portes de la bibliothèque et se retourna, seul dans le couloir. « Ne faites pas un pas de plus !» hurla-t-il d'une voix rugissante. De la fumée au bout du couloir émergea une silhouette imposante. C'était le lieutenant de Renzo, un homme gigantesque qui maniait la machette parce qu'il aimait ça. Il rit en enjambant le corps inerte de Luca. C'est fini, Rossi, à 99%. Les lumières de la bibliothèque s'allumèrent d'une luminosité aveuglante, puis devinrent noires comme de l'encre. Le générateur était mort. Les écrans d'ordinateur s'éteignirent. Le bourdonnement de la machine s'arrêta. « Non !» hurla Clarara dans l'obscurité. Le processus était incomplet. Les voies neuronales étaient ouvertes, mais le pont final n'avait pas été construit. Si le courant se dissipait naturellement, les nerfs se rétracteraient et mourraient à jamais. Elle avait besoin d'un conducteur. Elle devait fermer le circuit manuellement. Elle arracha ses écouteurs. Les bruits des coups de feu étaient désormais terrifiants. Elle tâtonna dans le noir. Ses mains trouvèrent voici le diapason, le morceau de métal rouillé provenant du restaurant. Il était relié au châssis principal comme une tige de mise à la terre de sécurité. Elle enfonça le diapason dans le port situé sur le côté du casque de Léo. Elle attrapa l'autre extrémité du fil, enleva l'isolant avec ses dents et enroula le cuivre nu autour de son poignet. « S'il te plaît », sanglota-t-elle. Elle abattit sa main sur le condensateur de secours, déchargeant l'énergie restante stockée dans le système à travers son propre corps et dans le diapason. Crac! Un éclair bleu traversa la pièce. Clarara hurla lorsque 20 000 volts de courant résiduel traversèrent son bras, paralysant ses muscles. Elle avait l'impression que son sang bouillait. Elle le tint bon.
Elle le tint bon parce qu'elle vit le visage de Léo dans la lumière bleue. Une attente paisible. Elle tint bon jusqu'à ce que l'odeur de l'ozone et des cheveux brûlés embaument l'air. Puis, l'obscurité l'envahit. Le silence. Ce n'était pas le silence de la mort, c'était le silence de l'après. Les coups de feu avaient cessé, les cris avaient cessé. Enzo se tenait dans le couloir, la poitrine haletante. Le lieutenant géant gisait mort à ses pieds, 2 balles dans la poitrine, mais Enzo était vide. Il avait entendu le cri provenant de la bibliothèque. Il se tourna vers la porte. Il leva le poing pour frapper le signal. 3, rapide. 1, lent. Sa main tremblait. Il frappa. Silence. Clarara. Il essaya la poignée, verrouillée Clarara. Il recula et donna un coup de pied dans la porte. 1 fois, 2 fois, le bois se fendit autour de la serrure magnétique. Dans un rugissement d'effort, il ouvrit la lourde porte d'un coup d'épaule. La pièce était sombre, elle sentait la fumée et le cuivre. Enzo alluma sa lampe torche tactique. Le faisceau balaya la pièce. Il se posa sur la chaise. Léo était assis. Il avait retiré son casque. Il était indemne. Le faisceau se déplaça vers le sol. Clarara gisait recroquevillée près de la console, le bras brûlé, la poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations superficielles et saccadées. Clarara. Enzo lâcha son arme et courut vers elle. Oui, il tomba à genoux et vérifia son pouls. Il était faible, mais elle était en vie. Enzo. La voix de Luca retentit depuis l'embrasure de la porte. Il boitait et se tenait le côté. Renzo avait battu en retraite. Les sirènes de police les avaient effrayés. Les carabiniers arrivaient en haut de la colline. Enzo se moquait de la police. Il se moquait de Renzo. Il regarda Léo. Le garçon regardait par la fenêtre. L'explosion avait ouvert les volets. Dehors, la tempête était passée et les premières lueurs de l'aube apparaissaient. Le vent sifflait à travers les vitres brisées. Un son aigu et fin. Léo tourna la tête. Il suivit le son. Enzo se figea. Léo baissa les yeux vers Clarara. Il entendit sa respiration saccadée. Ses yeux s'écarquillèrent, puis Léo regarda Enzo. « Papa ». Ce n'était pas un mot parfait. Il était indistinct, guttural, le son d'une voix qui n'avait jamais été utilisée. Mais il était là. Enzo sentit son cœur s'arrêter. « Léo ». Léo sourit, il pointa son oreille, puis il frappa dans ses mains. Il sursauta au son de ses propres applaudissements, puis il gloussa. Enzo se mit à pleurer. Il serra Léo dans ses bras, enfouissant son visage dans le cou du garçon. « Tu m'entends ? Oh mon Dieu ! Tu m'entends » Léo tapota le dos d'Enzo, sentant les vibrations des sanglots de son père, mais entendant aussi le son de ceux-ci. Clarara gémit en se déplaçant sur le sol. Enzo tendit la main et la prit dans ses bras. Tous 3 étaient assis sur le sol de la bibliothèque en ruine, un enchevêtrement de sang, de suie et de miracles. « On a réussi !» murmura Clarara d'une voix rauque. Elle grimaça en essayant de bouger son bras brûlé. Enzo embrassa son front, puis ses lèvres. « Tu as réussi. Tu l'as sauvé. Enzo. » Clarara lutta pour se redresser. Elle désigna l'écran de l'ordinateur. La batterie de secours s'était mise en marche et l'écran avait redémarré. « Tu dois voir ça. » Enzo s'essuya les yeux. « Quoi ? Le scan diagnostic ?» dit Clarara en toussant. « Avant que le système ne plante, il a cartographié l'historique de ses lésions nerveuses. Regarde les cicatrices sur le tronc cérébral. » Enzo plissa les yeux pour regarder les lignes irrégulières à l'écran. « Je ne comprends pas. C'est artificiel, » dit Clarara d'une voix grave. « Ce ne sont pas des lésions naturelles. Quelqu'un a utilisé une onde sonore focalisée pour sectionner sa connexion auditive quand il était bébé. C'était chirurgical. Précis. » Enzo la fixa du regard. « Que veux-tu dire ? Je dis qu'il n'est pas né sourd, Enzo. Quelqu'un l'a rendu sourd intentionnellement. » Le sang d'Enzo se glaça. « Qui ferait une chose pareille ?» « La signature de fréquence correspond au premier prototype d'Omicron, » dit Clarara. « Ceux auxquels la famille de votre femme avait accès. » Le monde bascula sur son axe. Isabella. Enzo se souvint des disputes. Isabella qui criait qu'elle ne laisserait pas Léo devenir un tueur. Elle ne voulait pas qu'il entende les ordres.
les coups de feu, les cris. Elle voulait l'emmener loin. Elle l'a fait. Enzo murmura l'horreur qui s'imposait à lui. Elle savait que mes ennemis utilisaient la torture sonore. Ou peut-être voulait-elle simplement le rendre inutile à l'entreprise. S'il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas diriger. Il ne pouvait pas être l'aube. Il se leva, titubant légèrement. Sa femme avait mutilé leur fils pour le sauver de l'héritage de son père. Enzo se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le lever du soleil, les ruines fumantes de son portail, les gyrophares de la police qui approchaient. Il avait passé 4 ans à essayer de réparer ce qu'il pensait que Dieu avait brisé. Mais ce n'était pas Dieu. C'était la vie, sa vie. Il sentit une petite main se glisser dans la sienne. Il baissa les yeux. Léo se tenait là, lui tenant la main. Léo leva les yeux vers lui et prononça un mot clair comme le cristal. Oiseau. Il écoutait les mouettes qui tournaient autour des falaises. Enzo serra la main de son fils. Il regarda Clara que Luca aidait à se relever. « Nous ne restons pas ici, » dit Enzo. Sa voix n'était plus celle d'un voyou. C'était la voix d'un homme qui avait traversé le feu et en était sorti de l'autre côté. « Où allons-nous » demanda Clara. « Homer Pharmaceuticals » répondit Enzo. « Nous allons l'acheter. Nous allons brûler la division des armes, puis nous allons fabriquer des appareils auditifs pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. » Il prit Léo dans ses bras. « Mais d'abord, dit Enzo en regardant les voitures de police qui approchaient, nous allons disparaître. Waouh, tout simplement waouh. D'un penthouse silencieux à Seattle à une fusillade en Sicile, Enzo et Clara ont tout risqué pour un son que nous considérons tous comme acquis. Enzo Rossi pensait être le roi de son monde, mais il a découvert que le véritable pouvoir ne consiste pas à faire taire ses ennemis. Il consiste à donner une voix aux personnes que l'on aime. Et ce rebondissement final, savoir que sa propre femme a dû rendre leur fils muet pour le protéger du monde violent de son père, ça change tout. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si vous avez ressenti ce moment où Léo a entendu un oiseau chanter pour la première fois, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'm'am ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les thrillers émotionnels captivants. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, où la dureté de la mafia rencontre un drame à couper le souffle, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À la prochaine, continuez à nous écouter.